En arrivant à l'aéroport pour prendre un vol pour New York, le millionnaire resta figé en voyant la photo dans la main d'un officier de l'armée. La même photo de son amour de jeunesse disparu il y a 25 ans. 6 heures du matin, l'aéroport Charles de Gaulle baignait dans cette lumière blafarde qui donnait à tout le monde un teint de cadavre. Gaspard Delacroix ajusta sa cravate en soie italienne et consulta sa Rolex pour la 3e fois en 2 minutes. Vol Air France 7-8-23, pour Lyon, départ dans 45 minutes, largement le temps. À 48 ans, Gaspard avait cette assurance tranquille des hommes habitués au succès. Son empire immobilier s'étendait de Marseille à Lille, et ce matin-là, il se rendait à Lyon pour finaliser l'acquisition d'un complexe résidentiel qui rapporterait des millions, une journée comme les autres dans la vie bien huilée de Gaspard Delacroix, sauf que rien ne se déroulerait comme prévu. « Monsieur, contrôle de sécurité aléatoire », annonça une voix ferme derrière lui. Il se retourna. Une jeune femme en uniforme militaire le regardait avec cette expression neutre que seuls les soldats maîtrisent imparfaitement. Grande, élancée, les cheveux châtains tirés en chignon strict, elle ne devait pas avoir plus de 25 ans. Ses yeux verts perçants ne laissaient rien paraître. « Bien sûr », répondit Gaspard en posant sa mallette sur la table d'inspection. « Tenante Élise Marchand, forces spéciales, section antiterrorisme », se présenta-t-elle en ouvrant le bagage. « Désolé du dérangement. »« Monsieur Delacroix. » Gaspard Delacroix. Elle hocha la tête et commença son inspection méthodique. Chemise pliée au millimètre, chaussettes italiennes, trousse de toilette en cuir, tout était parfaitement rangé, comme toujours chez Gaspard. « Vous voyagez souvent ?» demanda-t-elle machinalement tout en fouillant. « 2 fois par semaine environ. Les affaires, vous savez ?» Élise acquiesça distraitement. Elle avait fait ce genre d'inspection des centaines de fois. Toujours les mêmes gens pressés, toujours les mêmes excuses. Mais aujourd'hui, quelque chose clochait. Elle se sentait nerveuse sans raison apparente. D'un geste automatique, elle porta la main à la poche de poitrine de son uniforme et en sortit une photo légèrement jaunie, son petit rituel porte-bonheur. Chaque fois qu'elle était stressée, elle regardait cette photo de sa mère, la seule qu'elle possédait, Gaspard, qui rangeait une chemise. Leva les yeux au moment précis où Élise consultait sa photo. Le monde s'arrêta, la chemise glissa de ses mains tremblantes et tomba au sol dans un froissement soyeux. Son visage devint livide, ses lèvres s'entr'ouvrirent, et il émit un son étranglé qui ressemblait à un sanglot. Claire, le nom s'échappa de sa bouche comme une prière. Comme un cri de douleur retenu pendant 25 ans, Élise sursauta violemment. La photo lui échappa des mains et voltigea vers le sol. Instinctivement, elle recula d'un pas, la main se dirigeant vers son arme de service. « Comment connaissez-vous ce nom ?» Sa voix était devenue glaciale, professionnelle, tous ses sens étaient en alerte. Comment ce parfait inconnu pouvait-il connaître sa mère morte? Gaspard se baissa pour ramasser la photo d'une main tremblante, en la regardant de plus près. Il crut défaillir. C'était bien Claire, sa Claire, avec ses boucles blondes qui lui caressèrent les épaules, ce sourire en coin qui le faisait fondre, ses yeux verts pétillants de malice. Elle portait cette petite robe à fleurs qu'elle avait achetée aux Galeries Lafayette pour leur premier rendez-vous officiel. « Où avez-vous eu cette photo ?» balbutia-t-il en la lui tendant. « C'est moi qui pose les questions », répliqua Élise sèchement en récupérant le cliché. « Comment connaissez-vous ma mère ?»« Votre mère », répéta Gaspard, abasourdi. Le sol se dérobait sous ses pieds. Claire avait eu un enfant. Cette jeune femme était... Claire Marchand était votre mère, insista-t-il, la voix brisée. Elle est morte quand j'avais quelques mois, répondit Élise, toujours sur la défensive. Maintenant, expliquez-moi comment vous la connaissez. Gaspard s'effondra sur une chaise en plastique. La tête entre les mains, 25 ans de recherche, de détective privé, de faux espoirs, et voilà qu'il découvrait la vérité de la façon la plus improbable qui soit. « Je l'aimais », murmura-t-il. « Je l'aimais plus que ma propre vie. »« Pardon », fit Élise. Déstabilisée par cette déclaration inattendue, Claire Marchand était l'amour de ma vie. Nous devions nous marier en octobre 1999. Et puis, un matin, elle a disparu. Plus jamais je ne l'ai revue. Élise le dévisagea avec suspicion. Ce type en costume à 3000 € prétendait avoir aimé sa mère. Une simple ouvrière textile, c'était ridicule. Vous mentez,
dit-elle froidement. Ma mère n'aurait jamais fréquenté quelqu'un comme vous. Quelqu'un comme moi, répéta Gaspard en relevant la tête. Un bourgeois, un riche. Elle détestait les gens de votre monde. Gaspard eut un sourire triste. À l'époque, je n'étais pas riche. J'étais représentant en assurance et je vivais dans un studio de 20 mètres carrés à Belleville, Claire et moi. Nous nous sommes rencontrés au Café de la Paix, près de l'usine où elle travaillait. Elle prenait toujours un chocolat chaud avec de la chantilly. Élise vacilla. Sa grand-mère lui avait effectivement raconté que sa mère adorait le chocolat chaud à la chantilly. Mais c'était un détail que beaucoup de gens pouvaient connaître. Elle avait une petite cicatrice en forme de lune sur la main droite. Continua Gaspard, les yeux perdus dans ses souvenirs. Elle se l'était faite enfant en tombant de vélo, et elle chantait tout le temps, surtout des vieilles chansons françaises d'Édith Piaf, sa préférée. C'était « La foule ». Cette fois, Élise blêmit. Ces détails, seule sa grand-mère les connaissait. Comment cet homme? Elle avait une peur panique des orages, ajouta-t-il doucement, dès qu'il y avait du tonnerre. Elle se pelotonnait contre moi en tremblant comme une petite fille. « Arrêtez », chuchota Élise. Le soir de nos fiançailles, nous avons dansé sur Sous le ciel de Paris, dans sa cuisine. Elle m'a dit qu'elle voulait 6 enfants et une maison avec un grand jardin pour planter des roses. « Arrêtez !» Le cri d'Élise résonna dans tout le terminal. Plusieurs passagers se retournèrent. Elle respirait fort, les poings serrés, luttant contre les larmes qui menacèrent de couler. Vol Air France 7823, à destination de Lyon, embarquement immédiat porte B47, annonça une voix dans les haut-parleurs. Gaspard regarda alternativement son billet et la jeune femme qui se tenait devant lui, tremblante. Lyon pouvait attendre. Cet empire immobilier pouvait attendre. Pour la première fois depuis 25 ans, il avait une piste sur Claire, et cette piste avait un visage. Un nom ? Je rate mon vol, dit-il en déchirant son billet d'avion. Il faut qu'on parle. Je ne veux plus vous parler, répliqua Élise en refermant brutalement sa mallette. Je ne sais pas qui vous êtes ni ce que vous voulez, mais je veux juste comprendre. L'interrompit Gaspard avec une douceur désespérée. S'il vous plaît, donnez-moi 1 heure, une seule heure pour m'expliquer. Ensuite, si vous voulez, vous ne me reverrez jamais. Élise hésita. Son instinct militaire lui criait de partir, de ne pas s'impliquer, mais sa curiosité de fille était plus forte. Cet homme connaissait des choses sur sa mère que même elle ignorait, des choses que seul un proche, très proche, pouvait savoir. 1 heure, concéda-t-elle finalement, pas 1 minute de plus. Gaspard hocha la tête. Soulagés, ils se dirigèrent vers un café du terminal, sous le regard intrigué des autres passagers qui avaient assisté à cette scène étrange. Ni l'un ni l'autre ne savaient encore que cette heure allait changer leur vie à jamais. Le café relais bruissait de conversations matinales et du cliquetis des tasses. Gaspard commanda 2 cafés, mais Élise refusa le sien d'un geste sec. Elle s'assit en face de lui, droite comme un i, les mains posées à plat sur la table. Son regard ne le quittait pas, scrutant chaque expression, chaque geste. 24 ans d'entraînement militaire ne s'oubliaient pas. Alors, dit-elle simplement. Gaspard but une gorgée de café pour se donner une contenance. Par où commencer? Comment expliquer un amour qui avait défini sa vie entière? J'avais 23 ans quand j'ai rencontré votre mère, commença-t-il lentement. C'était en mars 1999. Je venais de terminer mes études de commerce, et je galérais comme vendeur d'assurance. Pas vraiment le job de mes rêves, mais il fallait bien manger. Élise l'observait sans broncher, mais il sentait qu'elle l'écoutait attentivement. Tous les midis, je déjeunais au Café de la Paix, près de l'usine textile Bruno. C'était le seul endroit où je pouvais me payer un sandwich correct. Et puis, un jour, elle est entrée. Un sourire mélancolique étira ses lèvres. Mon Dieu, qu'elle était belle. Elle portait un jean délavé et un pull rose pâle. Ses cheveux étaient attachés avec un élastique rouge qu'elle avait piqué à sa collègue de travail. Elle me l'a raconté plus tard. Elle s'est installée au comptoir et a commandé son fameux chocolat chaud. Ma grand-mère disait qu'elle en buvait 3 par jour, murmura Élise malgré elle. Au moins, rit Gaspard. Le patron du café, Maurice, disait qu'elle allait ruiner sa machine à café. Elle venait tous les jours à midi pile, commandait la même chose, et repartait au bout de 10 minutes exactement. Une vraie horloge suisse. Il marqua une pause, perdu dans ses souvenirs. Ça m'a pris 2 semaines pour oser lui adresser la parole.
2 semaines à la regarder de loin, à inventer 1000 prétextes pour traîner au café. Un jour, elle a renversé son chocolat sur sa blouse de travail. J'ai sauté sur l'occasion pour lui proposer une serviette. Et alors, Élise s'était penchée imperceptiblement vers lui, malgré sa méfiance. Elle était happée par ce récit. Elle m'a regardée avec ce petit sourire en coin qu'elle avait quand elle était gênée. Vous savez, celui où elle mordillait sa lèvre inférieure. Et elle m'a dit « Merci, c'est gentil. Mais la prochaine fois, apportez-moi plutôt un nouveau chocolat chaud. Ce sera plus utile. » Pour la première fois, Élise esquissa un sourire. Sa grand-mère lui avait toujours dit que sa mère avait de la répartie. Elle était comme ça, votre mère, directe, sans chichi. Elle ne supportait pas qu'on la prenne pour une petite chose fragile. Pourtant, Dieu sait qu'elle était fragile par moments. Comment ça? Les orages, par exemple, la première fois que j'ai vu Claire terrorisée par un orage, c'était lors de notre 3e rendez-vous. On se promenait dans le marais quand le ciel s'est assombri d'un coup. Dès le premier grondement de tonnerre, elle s'est littéralement jetée dans mes bras. Elle tremblait comme une feuille. Gaspard ferma les yeux, revivant la scène. Elle m'a expliqué que petite, elle s'était retrouvée coincée dans une cave pendant un orage violent. Sa mère, votre arrière-grand-mère, l'avait oubliée là-bas. Claire avait passé 3 heures seule dans le noir, terrorisée par le tonnerre. Depuis, elle ne supportait plus. Élise déglutit avec difficulté. Cette histoire, sa grand-mère ne la lui avait jamais racontée. Vous disiez que vous deviez vous marier? En octobre 1999, oui, on avait tout prévu. Une petite cérémonie à la mairie du 11e, puis un déjeuner dans un bistrot de Belleville avec nos proches. Claire voulait une robe simple, pas de froufrou. Je ne suis pas une princesse, disait-elle. Mais pour moi, elle l'était. Sa voix se brisa légèrement. J'avais même acheté les alliances. Des petits anneaux en or blanc, gravés avec nos prénoms et la date du mariage. Claire les avait essayés et elle avait pleuré de joie. Elle n'avait jamais eu de beaux bijoux avant. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Demanda Élise, la gorge serrée. La nuit du 15 octobre 1989, répondit Gaspard d'une voix blanche. Il pleuvait des cordes. Claire était restée chez moi, dans mon studio. On avait passé la soirée à regarder un vieux film de Truffaut en mangeant des pâtes au beurre. Elle était pelotonnée contre moi sur le canapé. Et je me souviens m'être dit que j'étais l'homme le plus heureux du monde. Il s'arrêta, les mains tremblantes autour de sa tasse. Vers 3 heures du matin, elle s'est levée pour aller aux toilettes. Quand je me suis réveillée vers 8 heures, elle n'était plus là. Juste un petit mot sur l'oreiller. « Pardonne-moi, je dois partir. Ne me cherche pas. Je t'aimerai toujours. » « C'est tout, » s'insurgea Élise. « C'est tout. J'ai appelé l'usine. Elle n'était pas venue travailler. J'ai appelé sa grand-mère, votre arrière-grand-mère. Elle ne l'avait pas vue. J'ai fait le tour de tous nos endroits préférés. J'ai harcelé ses collègues, ses voisins. Personne ne savait rien. Gaspard vida sa tasse d'un trait. J'ai porté plainte pour disparition inquiétante. Mais la police n'a rien trouvé. Selon eux, Claire était majeure et avait le droit de disparaître si elle le voulait. Point final. Et vous n'avez plus jamais eu de nouvelles. Jamais, pendant des années, j'ai engagé des détectives privés. J'ai fait passer des annonces dans les journaux. J'ai même embauché une société spécialisée dans la recherche de personnes disparues. Rien. Claire Marchand s'était volatilisée. Il leva les yeux vers Élise. Vous dites qu'elle est morte quand vous étiez bébé. Ma grand-mère m'a toujours dit qu'elle était morte en couche. En juin 2000, Gaspard calculta rapidement. Si Élise était née en juin 2000, Claire était enceinte quand elle avait disparu. Enceinte de lui, cette pensée lui coupa le souffle. Elle ne vous a jamais parlé de moi, Gaspard Delacroix? Jamais. Ma grand-mère disait que mon père était un soldat mort en mission, que ma mère ne voulait pas en parler parce que c'était trop douloureux. Un soldat, répéta Gaspard perplexe. Oui, c'est pour ça que j'ai choisi l'armée d'ailleurs, pour lui rendre hommage. En quelque sorte, un silence pesant s'installa entre eux. Gaspard digérait ses révélations, tandis qu'Élise luttait contre un tourbillon d'émotions contradictoires. Cet homme lui semblait sincère. Ses souvenirs étaient trop précis pour être inventés. Mais comment concilier cette histoire d'amour avec ce qu'elle avait toujours cru savoir? « Montrez-moi la cicatrice, » dit-elle soudain. « Pardon, vous avez dit que ma mère avait une cicatrice en forme de lune sur la main droite.
Montrez-moi où exactement. Gaspard tendit sa main droite et désigna l'espace entre le pouce et l'index. Là, une petite cicatrice blanche comme un croissant de lune. Elle racontait qu'elle était tombée de vélo à 6 ans en essayant d'épater un garçon de sa classe. Élise eut un hoquet de surprise. Sa grand-mère lui avait raconté exactement la même anecdote, mot pour mot. « Comment je peux savoir que vous ne mentez pas ?» murmura-t-elle. Gaspard sortit son portefeuille et en tira une photo pliée en 4. Une photo de Claire et lui, prise dans un photomaton de gare. Elle riait aux éclats, lui l'embrassait sur la joue. Au dos, une écriture féminine. « Mes deux amours, Gaspard et moi, février 1999. » Élise prit la photo d'une main tremblante. C'était bien sa mère, plus jeune, rayonnante de bonheur, et cet homme à côté d'elle. Il avait l'air si différent, plus mince, les cheveux plus longs, une barbe naissante. Il souriait avec une joie pure, presque enfantine. « Pourquoi vous me montrez ça ?» chuchota-t-elle. « Parce que j'ai besoin que vous me croyiez. J'ai besoin de savoir ce qui s'est passé cette nuit-là. Pourquoi elle est partie ? Pourquoi elle ne m'a jamais dit qu'elle était enceinte ?» Il se pencha vers elle, les yeux suppliants. « Vous êtes peut-être tout ce qui me reste d'elle, la seule personne au monde qui puisse m'aider à comprendre. » Élise le dévisagea longuement. Cet homme était-il vraiment son père ? Cette histoire rocambolesque était-elle vraie ? Et si c'était le cas, pourquoi sa grand-mère lui avait-elle menti pendant toutes ces années ? « Il faut que je réfléchisse, » dit-elle finalement en se levant. « Attendez. Donnez-moi votre numéro, s'il vous plaît, ou prenez le mien, je vous en supplie. Ne disparaissez pas comme elle. » Élise hésita, puis sortit une carte de visite professionnelle de sa poche. « Je vous appelle dans 48 heures, si je décide de vous recontacter. » Elle tourna les talons et s'éloigna d'un pas rapide, laissant Gaspard seul avec ses souvenirs et une lueur d'espoir qu'il n'avait pas ressentie depuis 25 ans. Élise roulait depuis 1 heure sur la 6 en direction de Melun, les mains crispées sur le volant de sa Clio. La conversation avec Gaspard tournait en boucle dans sa tête comme un disque rayé. Chaque détail qu'il avait donné sur sa mère correspondait parfaitement aux souvenirs que lui avait transmis sa grand-mère. Trop parfaitement pour être une coïncidence. Elle se gara devant le petit pavillon de banlieue où elle avait grandi. La maison semblait encore plus triste depuis la mort de Geneviève. 3 mois plus tôt, les volets bleus délavés, le petit jardin envahi par les mauvaises herbes, la boîte aux lettres qui pendouillait. Tout respirait l'abandon. Élise poussa la grille qui grinça familièrement. Combien de fois était-elle rentrée par ce portail après l'école ? Le cœur lourd de questions sans réponse. « Mamie, pourquoi papa n'est jamais venu me voir ? Mamie, pourquoi maman ne m'a pas écrit de lettre avant de mourir ?» Et toujours la même réponse évasive de Geneviève. « Ma chérie, certaines choses sont trop douloureuses pour en parler. » L'intérieur sentait encore l'eau de Cologne bon marché et les tisanes à la verveine. Élise n'avait pas eu le courage de vider entièrement la maison. Les affaires de sa grand-mère étaient encore là, figées dans le temps, le fauteuil en velours bordeaux où Geneviève regardait ses feuilletons, la collection de dés à coudre sur l'étagère, les photos de famille disposées sur le buffet, parmi ces photos, celle d'une jeune femme blonde souriante dans un cadre doré, sa mère, la même que sur la photo de Gaspard, mais prise quelques années plus tôt. Claire devait avoir 18 ou 19 ans. « Qu'est-ce que tu me cachais, mamie ?» murmura Élise en caressant le cadre. Elle monta à l'étage, vers l'ancienne chambre de sa grand-mère. Si Geneviève avait gardé des secrets, c'était forcément là-haut qu'elle les avait cachés. La vieille dame était méticuleuse, organisée, elle gardait tout. Factures, lettres, papiers administratifs, le moindre document était classé et archivé. Élise commença par fouiller la commode, drap de lin, napperon au crochet, quelques bijoux de fantaisie. Rien d'intéressant. Elle passa au secrétaire, puis au tiroir de la table de nuit. Des médicaments, des mouchoirs, un chapelet, mais toujours rien qui puisse l'éclairer. C'est en soulevant le matelas qu'elle la trouva. Une enveloppe jaunie, gonflée de documents, glissée entre le matelas et le sommier, d'une écriture tremblante. Geneviève avait écrit au stylo bille « Pour Élise, quand elle sera prête à connaître la vérité ». Le cœur d'Élise se mit à battre la chamade. Elle s'assit sur le lit et ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante. Le premier document lui coupa le souffle, un certificat de décès officiel, tamponné de la mairie du 11e arrondissement de Paris, Marchand Clair, né le 15 avril 1980, décédé le 3 février 2000,
pas en juin 2000 comme le prétendait Geneviève. Et surtout, pas en couche. Cause du décès, homicide par arme blanche. Élise relut 3 fois avant de comprendre. Sa mère avait été assassinée, tuée à coups de couteau 3 mois après sa naissance. Pas morte en donnant la vie. Pourquoi Geneviève lui avait-elle menti? Elle sortit le document suivant. Une lettre de la main de sa grand-mère, datée de mars 2023, quelques mois avant sa mort. Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que je ne suis plus là pour te protéger. Pardonne-moi tous ces mensonges, mais je n'ai jamais trouvé le courage de te dire la vérité. Ta mère n'est pas morte en couche. Elle a été assassinée quand tu avais 3 mois. Je t'ai menti pour te protéger, pour que tu puisses grandir sans cette horreur dans la tête. Claire avait peur. Dans ses dernières lettres, elle parlait de menaces. De gens qui voulaient lui faire du mal, elle se cachait chez une amie, loin de Paris. Elle n'a jamais voulu me dire qui était ton père, juste qu'il venait d'une famille riche et puissante. Ils ne me pardonneront jamais d'avoir eu cet enfant, répétait-elle. J'aurais dû insister pour qu'elle porte plainte. J'aurais dû la protéger mieux. C'est ma faute si elle était morte. Les autres lettres dans l'enveloppe t'expliqueront tout. Sois forte, ma petite fille. Ta mère t'aimait plus que tout au monde. Geneviève. Les mains d'Élise tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine tenir la lettre. Elle la posa et sortit les documents suivants. Une dizaine de lettres écrites de la main de Claire, envoyées à sa grand-mère entre octobre 1999 et janvier 2000. La première, datée du 20 octobre 1999. « Mamie, je ne peux pas rentrer à la maison. Il faut que tu me fasses confiance. Je suis enceinte de 3 mois et le père ne doit surtout pas l'apprendre. Sa famille me tuerait si elle savait, littéralement. Je me cache chez Sandrine à Orléans. Je vais bien, ne t'inquiète pas. Dès que le bébé sera né, on pourra revenir à Paris et tout recommencer. Ne dis rien à personne, surtout pas à Gaspard s'il vient te voir. Il ne faut pas qu'il sache. Je t'embrasse fort. Claire. » Élise eut un vertige. Gaspard. Sa mère connaissait donc bien cet homme. Mais pourquoi avait-elle fui? Et qui était cette famille qui lui faisait si peur? Elle déplia la lettre suivante, datée du 15 novembre 1999. « Mamie, ils m'ont retrouvée, je ne sais pas comment. Mais un homme est venu hier chez Sandrine. Un homme très bien habillé avec une grosse voiture noire. Il a demandé à me parler. Sandrine a dit que je n'étais pas là, mais je l'ai vu regarder les fenêtres de l'appartement. Il faut que je parte d'Orléans. Sandrine a peur maintenant, et je la comprends. Je pars pour Lyon demain. J'ai trouvé une chambre de bonne dans le 7e. L'adresse est au dos de la lettre. Mais ne viens surtout pas. C'est trop dangereux. Le bébé bouge beaucoup. Je crois que c'est une fille. Je l'appellerai Élise, comme arrière-grand-mère, Claire. » Une larme coula sur la joue d'Élise. Sa mère avait choisi son prénom en pensant à son arrière-grand-mère, cette femme forte qui avait élevé 5 enfants seuls après la guerre. Elle continua sa lecture. Les lettres suivantes racontèrent la grossesse difficile de Claire, cachée dans un taudis lyonnais, vivant de petits boulots au noir, terrorisée à l'idée d'être découverte, puis la naissance d'Élise en décembre 1999, dans une clinique de banlieue. La dernière lettre datait du 25 janvier 2000. « Mamie, il se rapproche. Hier, j'ai vu la même voiture noire garée en face de chez moi. Et ce matin, le patron du café où je prends mes petits déjeuners m'a dit qu'un homme était venu poser des questions sur moi. Je n'en peux plus de vivre comme ça. Élise mérite mieux. Elle mérite de grandir dans une vraie maison, avec sa famille. Je vais rentrer à Paris. Tant pis pour les risques. Je déposerai Élise chez toi et j'irai voir Gaspard pour tout lui expliquer. Sa famille a peut-être menacé de le déshériter s'il m'épousait. Mais maintenant qu'il y a un bébé, les choses vont forcément changer. On ne peut pas faire disparaître un enfant. Si tu ne reçois plus de mes nouvelles d'ici 15 jours, prends soin de ma petite fille. Dis-lui que sa maman l'aimait plus que tout. Claire. » Élise posa la lettre, les yeux embués de larmes. Sa mère était revenue à Paris pour la confier à sa grand-mère et affronter cette mystérieuse famille. Mais elle n'était jamais arrivée jusqu'à chez Geneviève, au fond de l'enveloppe. Elle trouva encore un document, un article de journal local découpé dans Le Parisien du 5 février 2000, meurtre à Belleville. Le corps d'une jeune femme de 19 ans a été découvert dans un terrain vague du 20e arrondissement. La victime, Claire Marchand, avait été poignardée à plusieurs reprises. Aucun témoin pour l'instant. L'enquête se poursuit. Élise ferma les yeux,
submergée par l'émotion. Pendant 24 ans, elle avait vécu avec l'image d'une mère morte en lui donnant la vie, sacrifice ultime de l'amour maternel. La réalité était infiniment plus sordide. Claire avait été assassinée de sang-froid par des gens qui voulaient l'empêcher de parler. Mais qui et pourquoi? Une famille riche et puissante, disait la lettre. Gaspard venait-il vraiment d'une famille fortunée? Il avait prétendu être représentant en assurance à l'époque. Mais les gens riches mentaient souvent sur leurs origines quand ils voulaient séduire. Élise rassembla tous les documents et redescendit au salon. Elle s'installa dans le fauteuil de sa grand-mère et sortit la carte de visite de Gaspard. Elle avait dit qu'elle l'appellerait dans 48 heures. Mais elle ne pouvait plus attendre. Elle avait besoin de réponses. Immédiatement. Le téléphone sonna 3 fois, avant que Gaspard ne décroche. Sa voix était enrouée, comme s'il n'avait pas dormi. « Allô? C'est Élise Marchand. Il faut qu'on se voie. » Tout de suite. Un silence. Puis, « Bien sûr, où voulez-vous qu'on se retrouve? »« Chez moi, à Melun. Je vous envoie l'adresse par SMS. »« J'arrive. » Élise raccrocha et se dirigea vers la cuisine pour se préparer un thé. Ses mains tremblaient encore. Toutes ces révélations avaient bouleversé les fondations de son existence. Pendant 24 ans, elle avait construit son identité sur un mensonge. Sa mère n'était pas morte héroïquement en couche, mais assassinée lâchement dans un terrain vague. Son père n'était pas un soldat tombé au combat, mais un homme d'affaires qui ignorait jusqu'à son existence. 1 heure plus tard, la sonnette retentit. Gaspard se tenait sur le seuil, les traits tirés, une barbe naissante obscurcissant ses joues. Il avait troqué son costume d'homme d'affaires contre un jean et un pull en cachemire. Plus simple, plus humain. « Entrez », dit-elle sèchement. Il pénétra dans le petit salon, regardant autour de lui avec curiosité. Les photos de famille, les bibelots, l'atmosphère feutrée de la petite bourgeoisie provinciale, tout l'opposé de son univers habituel. « Asseyez-vous », ordonna Élise en désignant le canapé. « J'ai des choses à vous montrer. » Elle posa les documents sur la table basse, bien alignés comme un dossier militaire. Le certificat de décès en premier, puis les lettres de Claire, enfin, l'article de journal. « Lisez », dit-elle simplement. Gaspard s'empara du premier document. Son visage devint livide quand il lut la cause du décès. « Homicide par arme blanche », balbutia-t-il. « Mais votre grand-mère m'avait dit... »« Ma grand-mère m'a menti pendant 24 ans, » coupa Élise. « Regardez la date. Claire est morte le 3 février 2000. Pas en juin. Elle a vécu 3 mois après ma naissance. » Gaspard prit les lettres d'une main tremblante. Au fur et à mesure de sa lecture, son teint vira au gris quand il arriva à la dernière lettre, celle où Claire parlait de rentrer à Paris pour tout lui expliquer. Il s'effondra. « Mon Dieu », murmura-t-il. « Elle était enceinte. Elle portait notre enfant et elle ne me l'a jamais dit. »« Pourquoi ?» demanda Élise durement. « Pourquoi est-ce qu'elle avait si peur de votre famille ?»« Je ne sais pas », s'exclama Gaspard. « En 1989, je n'avais pas de famille riche. Mon père était comptable dans une petite entreprise de Créteil. Ma mère était institutrice. On habitait un HLM. » Il se leva et se mit à faire les 100 pas dans le salon. « À l'époque, j'étais représentant en assurance, comme je vous l'ai dit. Je vivais dans un studio pourri et je gagnais à peine de quoi payer mon loyer. Qu'est-ce qui a pu effrayer Claire à ce point ?» Élise l'observa attentivement. Soit cet homme était un menteur de génie, soit il disait la vérité. Son désarroi semblait authentique. Dans ses lettres, elle parle d'une famille riche et puissante. Elle dit qu'il la tuerait s'ils apprenaient l'existence du bébé. « Vous êtes sûr de ne rien me cacher ?»« Je vous le jure, sur la mémoire de Claire, » répondit Gaspard avec véhémence. « En 1999, j'étais un petit vendeur d'assurance qui rêvait de monter sa boîte. Tout ce que j'ai aujourd'hui, je l'ai construit après sa disparition. » Il s'arrêta devant la photo de Claire sur le buffet. « Vous voulez savoir la vérité ? Après sa disparition, je suis devenu fou, complètement fou. J'ai tout quitté. Mon boulot, mon studio, mes amis. J'ai pris tous mes maigres économies et je suis parti à sa recherche. Marseille, Lyon, Toulouse. J'ai écumé toutes les villes de France. » Sa voix se brisa. « C'est à Lyon que j'ai rencontré Henri Delacroix, un promoteur immobilier qui cherchait quelqu'un pour prospecter dans des quartiers difficiles. Il m'a embauché parce que j'avais la rage, la motivation, et surtout parce que je n'avais peur de rien. Quand on a perdu l'amour de sa vie, on n'a plus grand-chose à perdre. » Élise fronça les sourcils.
Delacroix. Mais c'est votre nom de famille. Non, c'était le sien, Henri Delacroix. Il n'avait pas d'enfant, pas d'héritier. Au fil des années, il m'a adopté officieusement. J'ai pris son nom, j'ai hérité de son empire. Mais en 1999, je ne le connaissais même pas. Un froid glacial s'abattit sur la pièce. Élise sentit ses jambes se dérober sous elle. « Répétez-moi ce nom », articula-t-elle lentement. « Henri Delacroix. » Pourquoi ? Elle relut fébrilement les lettres de sa mère, cherchant le passage qu'elle avait remarqué sans y prêter attention. Là, dans la lettre du 15 novembre, un homme très bien habillé avec une grosse voiture noire. Et plus loin, dans une autre lettre, « Il se rapproche. J'ai vu la même voiture noire. Votre père adoptif, dit-elle d'une voix blanche. Il était déjà riche en 1999. Très riche, oui. Pourquoi cette question ? Et il savait que vous cherchiez Claire. Gaspard réfléchit. Bien sûr, c'est même pour ça qu'il m'a embauché au début. Il disait que ma détermination à retrouver cette femme prouvait ma ténacité. Il trouvait ça touchant. Élise eut envie de vomir. Les pièces du puzzle se mettaient en place, révélant un tableau d'une noirceur absolue. « Montrez-moi une photo de cet Henri Delacroix », ordonna-t-elle. Gaspard sortit son téléphone et chercha dans ses contacts. Il lui tendit l'appareil, sur l'écran, un homme d'une 60aine d'années au regard froid, costume impeccable, sourire carnassier, le genre d'homme qu'on pouvait imaginer sans peine dans une grosse voiture noire. « C'est lui », murmura Élise. « C'est forcément lui qui a fait tuer ma mère. »« Quoi ? Vous êtes folle. Henri ne ferait jamais. Réfléchissez, » coupa-t-elle. « Vous lui racontez que vous cherchez une femme enceinte qui a disparu. Une femme qui pourrait ruiner votre carrière naissante chez lui si l'affaire s'ébruitait. Alors il prend les devants. Il la fait éliminer. Mais pourquoi ? Pourquoi faire ? Pour vous protéger, pour protéger son investissement. Vous étiez son poulain, son héritier potentiel. Il ne pouvait pas laisser une ouvrière textile et son bâtard compromettre vos chances de réussite. » Gaspard s'effondra dans le fauteuil, la tête entre les mains. « Non, non, c'est impossible. Henri est certes impitoyable en affaires, mais il n'est pas un assassin. Ah bon ? Et comment expliquez-vous que les hommes qui harcelèrent ma mère aient cessé de la chercher dès qu'elle a été tuée ? Comment expliquez-vous que l'enquête policière n'ait jamais abouti, un meurtre de ce genre ? Ça ne passe pas inaperçu, à moins qu'on ait étouffé l'affaire. » Élise se leva et commença à tourner en rond comme un fauve en cage. « Il faut qu'on aille le voir. Il faut qu'on le confronte avec ses preuves. Élise, attendez. Même si vos soupçons sont fondés, Henri a maintenant 75 ans. C'est un vieil homme malade. Je m'en fous, explosa-t-elle. Cet homme a tué ma mère. Il m'a privée d'une famille pendant 24 ans. Il a détruit votre vie aussi. Vous ne vous en rendez pas compte. » Gaspard releva la tête, les yeux rougis. « Ma vie. Vous avez passé 25 ans à chercher une femme qui était déjà morte. 25 ans à vous morfondre, à vous construire une fortune pour impressionner un fantôme. Et pendant ce temps, votre fille grandissait à quelques kilomètres de chez vous. En croyant que son père l'avait abandonnée, la vérité frappa Gaspard comme un coup de massue. Henri l'avait manipulée depuis le début. Il avait fait tuer Claire, puis s'était servi de la culpabilité et du désespoir de Gaspard pour en faire son héritier parfait. Un homme sans attache, sans famille, entièrement dévoué à l'empire Delacroix. « Vous avez raison, » dit-il lentement. « Il faut qu'on aille le voir. Maintenant, Henri habite dans le 16e, avenue Foch, une immense maison bourgeoise qu'il ne quitte plus depuis son accident vasculaire l'année dernière. » Élise rassembla les documents et les glissa dans une enveloppe Kraft. « Ces lettres sont les seules preuves qu'on ait. Il faut les protéger. J'appelle mon avocat pour qu'il les mette en sécurité. » « Non, pas encore. D'abord, on va voir votre cher papa adoptif et on va lui faire cracher la vérité. » Ils sortirent de la maison ensemble. Gaspard monta dans sa Mercedes, Élise dans sa Clio, deux mondes différents unis par une même soif de justice. Direction Paris, avenue Foch, direction la vérité. L'avenue Foch déployait sa splendeur bourgeoise sous le soleil de fin d'après-midi. Les immeubles haussmanniens se dressaient comme des monuments à la gloire de l'argent, leurs façades de pierre blonde témoignant de siècles d'accumulation de richesses. Élise gara sa Clio déglinguée entre une Bentley et une Porsche. Consciente du contraste saisissant, Gaspard l'attendait devant le portail du numéro 47, les mains enfoncées dans les poches de son manteau. L'hôtel particulier des Delacroix était impressionnant. 4 étages de pierre de taille,
des fenêtres aux rideaux de soie tirés, un perron majestueux gardé par 2 lions de marbre. « C'est là que vous avez vécu ?» demanda Élise. « Pendant 15 ans, oui. Henri m'avait fait aménager tout le 3e étage. Mais j'ai toujours eu l'impression d'être un invité. Jamais vraiment chez moi. » Il actionna la sonnette. Quelques instants plus tard, une femme d'une 50aine d'années leur ouvrit, petite, sèche, le visage fermé d'une domestique habituée au silence. « Monsieur Gaspard !» s'exclama-t-elle avec surprise. « Monsieur Henri ne vous attendait pas. Bonjour Marguerite. Je sais, mais c'est important. Comment va-t-il ? Pas très bien, vous savez. Depuis son attaque, il reste dans sa chambre la plupart du temps. Il dort beaucoup. On peut le voir. » Marguerite hésita, jetant un regard méfiant à Élise. « Qui est cette demoiselle ? » Ma fille, répondit Gaspard après une brève hésitation. « Votre fille ?» répéta la gouvernante, stupéfaite. « Mais vous n'avez jamais... » « C'est compliqué, Marguerite. S'il vous plaît, dites à Henri qu'on a besoin de lui parler. C'est au sujet de Claire. » Le visage de Marguerite se ferma instantanément. Elle recula d'un pas. « Je ne crois pas que ce soit une bonne idée, monsieur Gaspard. Vous savez comme monsieur Henri déteste qu'on ressasse le passé. » « Justement, » coupa Élise. « Il est temps de faire la lumière sur ce passé. » Marguerite les dévisagea alternativement, puis haussa les épaules avec résignation. « Suivez-moi, mais ne le fatiguez pas trop. Il est très fragile. » Ils traversèrent un hall somptueux au sol de marbre noir et blanc, passèrent devant un escalier à rampe dorée, longèrent une galerie ornée de tableaux de maîtres. Élise n'avait jamais vu autant de luxe concentré en un seul endroit. Chaque objet, chaque meuble respirait l'opulence. « Vous avez grandi là-dedans ?» murmura-t-elle à Gaspard. « Pas grandi, non. J'avais déjà 25 ans quand Henri m'a recueillie. Mais oui, j'ai vécu ici, et je n'ai jamais été à l'aise. » Marguerite les conduisit au rez-de-chaussée. Vers l'arrière de la maison, elle frappa à une porte massive en chêne sculpté. « Monsieur Henri, monsieur Gaspard est là avec... » Une invitée. Une voix rocailleuse leur parvint de l'intérieur. « Gaspard, qu'est-ce qu'il fout là ? Dis-lui que je dors. » « Il dit que c'est au sujet de Claire, monsieur Henri. » Un long silence. Puis, « Fais-les entrer. » Marguerite ouvrit la porte et s'effaça. La pièce avait été transformée en chambre médicalisée. Un lit d'hôpital trônait au centre, entouré de machines et de perfusions. Dans ce décor clinique détonnaient quelques meubles d'époque. Une commode Louis XVI, un fauteuil Voltaire, une bergère recouverte de soie jaune. Henri Delacroix était assis dans son fauteuil roulant, face à la fenêtre qui donnait sur le jardin. Même diminué par la maladie, il imposait encore le respect, grand, le dos droit malgré ses 75 ans. Il portait une robe de chambre en soie bordeaux qui ne parvenait pas à masquer sa maigreur. Ses cheveux blancs étaient parfaitement coiffés. Ses ongles manucurés, seule sa bouche légèrement tordue, trahissaient les séquelles de son attaque. Il se tourna vers eux avec effort, et son regard perçant se posa immédiatement sur Élise. « Alors, c'est toi ?»« La petite » dit-il d'une voix traînante, où perçait un léger défaut d'élocution. Élise sursauta. Comment pouvait-il la reconnaître ? « Vous me connaissez. » Henri eut un sourire inquiétant. « Tu ressembles trait pour trait à ta garce de mère. Les mêmes yeux verts, la même bouche boudeuse, même arrogance dans le regard. »« Monsieur Delacroix » intervint Gaspard d'une voix tendue. « Oh, ne joue pas les offusqués, mon garçon. Tu savais bien que cette traînée finirait par ressurgir d'une façon ou d'une autre. » Élise serra les poings. Sa formation militaire lui avait appris à contrôler ses émotions, mais entendre traiter sa mère de garce et de traînée réveillait en elle des instincts meurtriers. « Attention à vos paroles, » siffla-t-elle. Henri ricana. « Ou quoi ? Tu vas me frapper. »« Vas-y, ma petite, frappe un vieil homme en fauteuil roulant. Ça te donnera bonne conscience. » Gaspard s'interposa. « Henri, on est venu pour avoir des réponses. Élise a trouvé des lettres de sa mère. Des lettres qui parlent de menaces, de poursuites. »« Des lettres ?» répéta Henri en haussant les sourcils. « Comme c'est touchant, la petite ouvrière qui écrit à sa maman pour se plaindre des méchants bourgeois. Ma mère a été assassinée, dit Élise d'une voix glaciale. Et nous pensons que vous y êtes pour quelque chose. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Henri regarda longuement la jeune femme, puis éclata d'un rire rauque qui résonna sinistrement dans la pièce. « Assassinée ? Tu parles bien grand pour une petite militaire de base.
Qu'est-ce qui te fait croire que j'aurais fait assassiner qui que ce soit? Les lettres de ma mère parlent d'hommes en costume qui la harcelaient, des hommes avec des voitures de luxe. Ça vous ressemble, non? Ma petite fille, ricana Henri, tu regardes trop de films. Les hommes d'affaires ne font pas assassiner les gens. Ils les achètent? C'est beaucoup plus efficace et infiniment moins salissant. Gaspard s'approcha du fauteuil roulant. Henri, dites-moi la vérité. Est-ce que vous saviez que Claire était enceinte? Est-ce que vous l'avez fait rechercher? Le vieil homme le dévisagea avec une expression indéchiffrable. Tu veux vraiment connaître la vérité, mon garçon? Oui, toute la vérité. Oui, bon sang. Henri sourit, et ce sourire était plus effrayant que sa colère. Très bien, asseyez-vous tous les deux. L'histoire que je vais vous raconter risque de vous faire vaciller. Élise et Gaspard échangèrent un regard inquiet, mais prirent place sur la bergère face au fauteuil roulant. Quand tu m'as parlé de cette Claire pour la première fois, poursuivit Henri, j'ai immédiatement fait faire des recherches, pas pour la retrouver, comme tu le croyais, pour la surveiller, répéta Gaspard. Mon petit garçon naïf, tu étais en train de devenir l'héritier de l'un des plus gros empires immobiliers de France. Tu croyais vraiment que j'allais laisser une petite ouvrière compromettre ton avenir, et le mien par la même occasion. Élise sentit la colère monter en elle comme une vague brûlante. Alors vous l'avez fait tuer. Je n'ai tué personne, répliqua Henri calmement. J'ai fait ce qu'il fallait pour protéger nos intérêts. C'est-à-dire, le vieil homme les regarda alternativement, savourant visiblement leur angoisse. J'ai découvert qu'elle était enceinte avant même qu'elle ne disparaisse de Paris. Mes hommes l'avaient photographiée sortant d'un cabinet médical spécialisé. Alors oui, j'ai pris des mesures. Quelles mesures? Demanda Gaspard d'une voix blanche. J'ai envoyé quelqu'un pour lui expliquer la situation, pour lui faire comprendre qu'elle n'avait aucune chance contre une famille comme la nôtre, qu'il valait mieux pour elle disparaître définitivement. Vous l'avez menacée, traduisit Élise. Je lui ai fait une offre, 100 000 francs pour qu'elle déguerpisse et qu'on n'entende plus jamais parler d'elle et de son bâtard. La gifle partit toute seule. La main d'Élise claqua sur la joue du vieil homme avec une violence qui surprit tout le monde. Elle la première, Henri porta la main à sa joue, un sourire mauvais aux lèvres. « Ça, ma petite, tu vas le regretter. Elle a refusé votre argent, c'est ça !» continua Élise sans se laisser impressionner. « Alors vous avez décidé de l'éliminer ?» Henri la regarda longuement, puis se tourna vers Gaspard. « Tu veux toujours connaître la suite ?» Gaspard hocha la tête, pétrifié. « Alors écoute bien, mon garçon, parce que ce que je vais te dire va changer ta vision des choses, pour toujours. » Vous allez parler? Oui ou merde? Explosa Élise en se levant d'un bond. Sa patience avait atteint ses limites. Voir ce vieil homme manipulateur jouer avec leurs émotions la rendait folle de rage. Henri Delacroix eut un sourire satisfait, savourant visiblement l'effet de ses paroles. « Du calme, ma petite. La vérité, ça se mérite, et vous n'êtes peut-être pas prêt à l'entendre. »« Arrêtez vos conneries, » rugit Gaspard en se dressant à son tour. « Vous venez d'avouer avoir menacé Claire. Qu'est-ce qui s'est passé après qu'elle a refusé votre argent ?» Henri les observa quelques secondes, puis haussa les épaules avec indifférence. Elle s'est montrée récalcitrante, très récalcitrante. Elle a même eu l'audace de me dire qu'elle révélerait tout à la presse si on continuait à la harceler, qu'elle ferait un scandale. Et alors j'ai fait ce que font tous les hommes d'affaires confrontés à un problème, j'ai délégué la solution à des spécialistes. Élise sentit son sang se glacer dans ses veines. Vous avez engagé un tueur. J'ai fait appel au service d'un homme que je connaissais depuis longtemps. Armand Lefebvre, un ancien militaire reconverti dans, disons, la résolution de problèmes délicats. Salopard, murmura Gaspard, le visage livide. Oh, ne prends pas cet air choqué, mon garçon, ricana Henri. Tu as profité de l'argent de cette famille pendant 15 ans. Tu as vécu dans le luxe. Tu as dirigé un empire. Tout ça grâce à moi. Et grâce à cette décision que j'ai prise pour protéger ton avenir, Élise sortit son téléphone et activa l'enregistreur. Sa formation militaire lui avait appris à toujours se prémunir contre ce genre de situation. « Vous venez d'avouer avoir commandité le meurtre de ma mère ?» dit-elle d'une voix ferme. « Ces aveux sont enregistrés ?» Henri éclata de rire, un rire grinçant qui résonna dans la pièce. « Ma pauvre enfant, tu crois vraiment que les aveux d'un vieil homme de 75 ans, grabataire, qui prend des médicaments contre la démence, vont tenir devant un tribunal?
Mes avocats te broieront en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. On verra bien, répliqua Élise en glissant le téléphone dans sa poche. Elle se dirigea vers la porte, Gaspard sur ses talons, mais la voix de Henri les arrêta. Au fait, les enfants, vous voulez savoir le plus beau dans cette histoire. Ils se retournèrent malgré eux. Armand Lefebvre est mort il y a 10 ans. Cancer du poumon. Il a emporté tous les détails de cette affaire avec lui. Vous n'avez aucune preuve, aucun témoin, rien. Juste les divagations d'un vieil homme malade. Le sourire qui accompagna ces mots était celui d'un prédateur sûr de son impunité. Dans la voiture qui les ramenait vers Paris, Élise gardait un silence de marbre. Gaspard tentait de briser la glace, mais elle ne répondait que par monosyllabes. Arrivée dans le 11e arrondissement, elle le pria de s'arrêter devant un café. « Il faut qu'on parle », dit-elle enfin. Ils s'installèrent en terrasse malgré la fraîcheur du soir. Élise commanda un café serré, Gaspard un whisky. « Je suis désolé, » commença-t-il. « Tellement désolé, si j'avais su. »« Vous ne pouviez pas savoir, » le coupa-t-elle. « Henri vous a manipulé depuis le début. Il a fait tuer ma mère, puis il s'est servi de votre culpabilité pour faire de vous son héritier parfait. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? L'enregistrement ne suffira pas. Il a raison là-dessus. » Élise but son café d'un trait, puis sortit un carnet de notes de sa poche. Depuis l'âge de 18 ans, elle notait tout, analysait tout, une habitude militaire qui allait enfin servir à quelque chose d'important. « On va mener une vraie enquête, dit-elle, avec mes méthodes, les méthodes de l'armée, c'est-à-dire, d'abord, on va retrouver la trace d'Armand Lefebvre. Même mort, il a forcément laissé des traces. Famille, associés, complices, en 25 ans d'activités illégales, on ne disparaît pas sans laisser de pistes. » Elle griffonna rapidement dans son carnet. « Ensuite, on va éplucher les finances de Henri, un meurtre commandité, ça se paie, il y a forcément eu des virements suspects à l'époque, des retraits d'espèces importants, des mouvements de fonds bizarres. » Gaspard la regardait avec admiration. Cette jeune femme de 24 ans faisait preuve d'un sang-froid et d'une détermination impressionnants. « Je peux vous aider, » dit-il. « J'ai encore accès aux comptes de la société. Henri m'a toujours fait confiance pour la gestion financière. Parfait. On va aussi interroger le personnel de l'époque. Cette Marguerite, par exemple. Elle travaille pour Henri depuis combien de temps? 30 ans au moins. Elle sait tout sur cette famille. Alors on va la faire parler. Et puis il faut qu'on retrouve cette Sandrine dont parlait ma mère dans ses lettres. Son amie d'Orléans. Elle a peut-être vu quelque chose. » Élise referma son carnet avec détermination. « Henri croit qu'il est intouchable parce qu'il est riche et malade. Il va déchanter, je vais le coincer avec ses propres méthodes. Minutie, patience et coup de pression au bon moment. » Le lendemain matin, Élise était à pied d'œuvre dès 8 heures. Elle avait contacté un ancien camarade de promotion devenu enquêteur dans la gendarmerie nationale. Lieutenant Julien Moreau, spécialisé dans les affaires financières. « Élise, ça fait plaisir d'entendre ta voix. Tu bosses sur quoi en ce moment? » « Une affaire personnelle, Julien. J'aurais besoin de ton aide pour des recherches sur un certain Armand Lefebvre. Décédé il y a une dizaine d'années. Lefebvre. Ce nom me dit quelque chose. Attends, je consulte nos fichiers. Quelques minutes d'attente. Puis... Putain, Élise. Armand Lefebvre, c'était une sacrée pointure dans le milieu, ancien para reconverti dans le mercenariat, puis dans les services de sécurité privée, si tu vois ce que je veux dire. On le soupçonnait d'une dizaine de contrats. Mais on n'a jamais pu rien prouver. Des contrats, des meurtres sur commande. Il travaillait pour des clients haut de gamme, hommes politiques, grands patrons, ce genre de clientèle, très discret, très efficace. Le cœur d'Élise s'emballa. Tu as des noms de clients potentiels. Quelques-uns, oui, mais attention Élise, c'est du lourd si tu fouilles dans cette direction. Assure-toi d'avoir les reins solides. Envoie-moi tout ce que tu as. Et Julien, motus sur cette conversation. Reçu 5 sur 5, 1 heure plus tard, Élise recevait par mail un dossier de 50 pages sur les activités présumées d'Armand Lefebvre. En le parcourant, elle découvrit un nom familier parmi les clients suspects, H. Delacroix, promoteur immobilier. Le dossier mentionnait 3 contrats potentiels entre 1998 et 2001, 3 accidents survenus à des personnes qui gênaient les projets immobiliers d'Henri, un maire récalcitrant renversé par une voiture.
un journaliste d'investigation retrouvé noyé dans la Seine et une femme non identifiée tuée par arme blanche en février 2000, Claire, Élise imprima tout le dossier et fila chez Gaspard. Il l'attendait dans son bureau. Face à 3 ordinateurs et une montagne de documents comptables, « J'ai trouvé quelque chose », dit-il sans préambule. « Regardez ça ». Il lui montra un relevé bancaire daté de janvier 2000, 150 000 francs retirés en espèces le 28 janvier, officiellement pour « frais de représentation exceptionnels », mais aucune facture justificative dans les comptes. Le 28 janvier, répéta Élise en consultant les lettres de sa mère. Claire écrivait sa dernière lettre le 25. Elle parlait de rentrer à Paris. Elle est arrivée vers le 1er février et elle a été tuée le 3 février. Ça colle parfaitement. Élise posa le dossier de Julien sur le bureau. J'ai encore mieux. Armand Lefebvre était bel et bien un tueur à gages et Henri figurait sur la liste de ses clients présumés. Regardez ça. Gaspard parcourut le dossier, de plus en plus pâle au fur et à mesure de sa lecture. « Mon Dieu », murmura-t-il, « j'ai vécu 15 ans avec un monstre. J'ai pris son nom, j'ai dirigé son empire, j'ai dormi sous son toit. »« Hey », le rassura Élise. « Vous ne pouviez pas savoir. Henri était un manipulateur de génie. Il vous a utilisé autant qu'il a tué ma mère. » Gaspard releva la tête, le regard déterminé. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on va voir Marguerite. Et cette fois, elle va nous dire tout ce qu'elle sait. Même si je dois utiliser mes techniques d'interrogatoire militaire, le sourire qui accompagna ces mots n'avait rien de rassurant. Henri Delacroix allait découvrir que s'attaquer à la famille d'une militaire aguerrie était la pire erreur de sa vie. Marguerite Dubois habitait un petit appartement de 2 pièces dans le 15e arrondissement, à 10 minutes de métro de l'hôtel particulier des Delacroix. Élise et Gaspard l'attendaient devant son immeuble depuis 1 heure, guettant son retour des courses. La stratégie d'Élise était simple, coincer la gouvernante chez elle, loin de l'influence d'Henri, et la faire parler par surprise. « La voilà », murmura Gaspard en désignant une femme qui approchait. Un cabas à la main, Marguerite Dubois avançait d'un pas fatigué. Courbée sous le poids des années et des secrets, quand elle les aperçut, son visage se crispa d'inquiétude. « Monsieur Gaspard, que faites-vous ici ? » « Bonjour, Marguerite. Il faut qu'on discute. C'est important. Je ne sais pas si... Monsieur Henri n'aimerait pas que... » « Justement, » coupa Élise. « On ne parle plus au nom de Monsieur Henri. On parle au nom de Claire Marchand. Vous vous souvenez de Claire Marchand ?» Le cabas s'échappa des mains de Marguerite et s'écrasa sur le trottoir, répandant ses courses. Des pommes roulèrent dans le caniveau. Une bouteille de lait se brisa dans un grand bruit de verre. « Je ne vois pas de qui vous parlez, » balbutia-t-elle. « Bien sûr que si, » insista Élise en l'aidant à ramasser ses affaires. « Une jeune femme blonde, enceinte, que Monsieur Henri a fait assassiner en février 2000. » Ma mère, Marguerite devint livide. Elle jeta des regards affolés autour d'elle, comme si elle cherchait une issue. « Montez avec nous, » proposa Gaspard gentiment. « On va juste parler. Personne ne vous veut du mal. » 10 minutes plus tard, ils étaient assis dans le petit salon de Marguerite. Des photos de famille ornaient les murs. Des napperons au crochet recouvraient les meubles. L'appartement respirait la modestie et la solitude. « Vous voulez un thé ?» proposa Marguerite d'une voix tremblante. « Marguerite ?» dit doucement Gaspard. « Vous me connaissez depuis 15 ans. Vous savez que je ne vous ferai jamais de mal. Mais j'ai besoin de savoir la vérité sur Claire. » La vieille femme s'effondra dans son fauteuil, les mains jointes sur ses genoux. « J'aurais dû partir. J'aurais dû partir il y a 25 ans quand j'ai compris ce qui s'était passé. »« Vous saviez ?» demanda Élise, le cœur battant. « Pas au début. Au début, Monsieur Henri m'avait dit que vous cherchiez une ancienne petite amie qui vous avait quitté. Il disait que ça vous rendait fou de chagrin, que ça l'inquiétait pour votre santé mentale. » Elle se tourna vers Gaspard. « Il m'avait demandé de faire attention à vous, de le prévenir si vous parliez de cette fille, si vous sembliez déprimé, je croyais bien faire. Et après, l'encouragea Élise, après, il y a eu cette nuit de février 2000. Monsieur Henri est rentré très tard, vers 3 heures du matin. Il était dans un état épouvantable. Ses vêtements étaient sales. Il sentait le sang. Marguerite porta la main à sa bouche comme si elle revivait la scène. Il m'a réveillée et m'a demandé de brûler ses affaires. Tout, le costume, la chemise,
les chaussures. Brûle tout, Marguerite. Et oublie cette nuit. C'est ce qu'il m'a dit. Il était allé sur place, murmura Élise, horrifiée. J'ai obéi. J'ai toujours obéi. Mais le lendemain, en regardant les informations, j'ai vu qu'on avait trouvé le corps d'une jeune femme à Belleville, Claire Marchand, et j'ai compris, des larmes coulaient sur les joues ridées de Marguerite. J'aurais dû appeler la police, j'aurais dû témoigner, mais j'avais peur. Monsieur Henri était si puissant, si intimidant, et puis, il m'a augmenté. Il a doublé mon salaire du jour au lendemain. Il a payé l'opération de mon mari quand il a eu son cancer. Comment dire non? Marguerite, dit Gaspard d'une voix brisée. Est-ce qu'Henri a tué Claire de ses propres mains? Non. Enfin, je ne crois pas. Mais il était sur place, c'est sûr. Il supervisait. Il voulait s'assurer que tout se passait selon ses instructions. Elle renifla et s'essuya les yeux avec un mouchoir en tissu. Il y avait un autre homme avec lui cette nuit-là. Un homme que je ne connaissais pas, grand, costaud, une cicatrice sur le visage. Il est resté dans la voiture pendant que monsieur Henri montait se changer. Armand Lefebvre, souffla Élise. Je ne sais pas son nom, mais après cette nuit, il est venu plusieurs fois à la maison, toujours en secret, toujours tard le soir. Monsieur Henri lui remettait des enveloppes. Des paiements, traduisit Gaspard. Sûrement, ça a duré 2 ans, et puis l'homme n'est plus venu. Monsieur Henri m'a dit qu'il avait déménagé loin de Paris. Élise sortit son téléphone et montra à Marguerite une photo tirée du dossier de Julien. C'est lui. Marguerite chaussa ses lunettes et examina le cliché attentivement. Oui, c'est bien lui. Même 25 ans après, je le reconnais. Il avait quelque chose d'effrayant dans le regard. Marguerite, dit Élise en se penchant vers elle, accepteriez-vous de témoigner, officiellement, devant la police? La vieille femme tressaillit. Je ne peux pas. Monsieur Henri, il va me tuer s'il apprend que j'ai parlé. Henri a 75 ans et il est en fauteuil roulant, rappela Gaspard. Il ne peut plus rien contre personne. Vous ne le connaissez pas comme moi, même diminué, même malade. Il a encore des contacts. Des gens qui lui doivent des services. Élise réfléchit rapidement. Il fallait convaincre Marguerite, mais aussi la protéger. Une idée lui vint. Et si on vous proposait une nouvelle vie, loin de Paris, loin d'Henri, une petite maison à la campagne, une pension confortable pour vos vieux jours, vous feriez ça? Je renonce à l'héritage de la Croix, déclara soudain Gaspard. Tout, l'entreprise, les biens immobiliers, les comptes en banque, mais en échange, je veux que vous témoigniez contre Henri. Monsieur Gaspard, j'ai vécu 15 ans avec de l'argent sale, Marguerite, de l'argent qui pue le sang de la femme que j'aimais. Je ne veux plus rien de tout ça. Il se leva et fit les 100 pas dans le petit salon. Tout ce que je veux, c'est que justice soit rendue. Pour Claire, pour Élise, pour moi aussi. Marguerite les regarda alternativement, pesant sa décision, puis, lentement, elle hocha la tête. D'accord, je témoignerai, mais il faudra que vous teniez parole pour la maison à la campagne. Promis, dit Élise en lui serrant la main. Il y a autre chose, ajouta Marguerite. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Quoi donc? Cette nuit de février, quand monsieur Henri est rentré, il était au téléphone avec quelqu'un. Il criait, il était furieux. J'ai entendu quelques mots à travers la porte. Lesquels? Il disait, le bébé, crétin, tu devais t'occuper du bébé aussi. Elle l'avait avec elle. Et puis, comment ça? Elle l'avait laissé quelque part. Trouve-le, il faut qu'on retrouve ce gosse. Élise sentit ses jambes se dérober. Henri avait ordonné sa mort à elle aussi. Si sa mère ne l'avait pas confiée à sa grand-mère avant de revenir à Paris, elle aurait été tuée en même temps que Claire. « Il vous cherchait » murmura Gaspard. « Pendant des mois, il vous a cherché. Heureusement que mamie Geneviève a eu l'intelligence de nous cacher, » dit Élise d'une voix blanche. Marguerite se leva et se dirigea vers une commode. Elle en sortit une petite boîte en métal qu'elle tendit à Élise. « Tenez, ça vous revient de droit. » Élise ouvrit la boîte avec des mains tremblantes. À l'intérieur, 2 alliances en or blanc, gravées « Gaspard en clair, 15 octobre 1999. » Monsieur Henri me les avait données à brûler avec les vêtements, mais je n'ai pas pu. C'était trop beau, trop triste. Je les ai gardés toutes ces années. Gaspard prit les anneaux, les yeux embués de larmes.
25 ans après, il retrouvait les alliances qu'il avait achetées pour épouser Claire. « Merci Marguerite », chuchota-t-il. « Merci pour tout. » En sortant de l'immeuble, Élise et Gaspard marchèrent en silence pendant de longues minutes. Le poids de la vérité était écrasant. Henri n'avait pas seulement commandité le meurtre de Claire, il avait aussi voulu tuer Élise, un bébé de 3 mois. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda finalement Gaspard. « Maintenant, on retourne voir votre cher papa adoptif. Et cette fois, on ne ressort pas de chez lui sans qu'il ait avoué, officiellement, devant témoins. Et comment comptez-vous vous y prendre ?» Élise eut un sourire glacial qui ne présageait rien de bon pour Henri Delacroix. En utilisant ses propres armes contre lui, le chantage, l'intimidation, la pression psychologique, il va découvrir ce que ça fait d'être la proie au lieu d'être le chasseur. Le retour avenu, Foch se déroula dans un silence pesant. Élise conduisait sa Clio d'une main ferme, le dossier complet sur Henri posé sur le siège passager. À côté d'elle, Gaspard tripotait nerveusement les alliances retrouvées, perdu dans ses pensées. « On a assez de preuves », demanda-t-il finalement. « Largement. Le témoignage de Marguerite, les relevés bancaires, le dossier sur Lefebvre. N'importe quel procureur sauterait sur l'occasion. Alors pourquoi j'ai l'impression qu'on fonce dans un mur ?» Élise se gara devant l'hôtel particulier et coupa le moteur. « Parce qu'on ne va pas porter plainte tout de suite. »« Comment ça ? D'abord, je veux qu'Henri avoue, pas devant nous, pas dans l'intimité de sa chambre. Devant la justice, je veux qu'il regarde ma mère dans les yeux, métaphoriquement parlant, et qu'il assume ce qu'il a fait. Elle sortit de la voiture et claqua la portière. Et puis, il y a une justice plus personnelle. Henri a détruit votre vie. Il a tué ma mère. Il a voulu me tuer moi aussi. Un procès. C'est trop facile pour lui, trop confortable. Qu'est-ce que vous avez en tête ? Vous verrez. » Marguerite leur ouvrit la porte, le visage marqué par l'inquiétude. Depuis leur conversation, elle semblait avoir vieilli de 10 ans. « Il vous attend, » murmura-t-elle. « Il sait que vous êtes allé me voir. Comment le sait-il ? Une voisine m'a téléphoné, elle vous a vu monter chez moi, et elle a trouvé ça bizarre. Alors elle a appelé monsieur Henri pour le prévenir. »« Parfait, » sourit Élise. « Ça va simplifier les choses. » Ils traversèrent à nouveau les couloirs luxueux de l'hôtel particulier. Cette fois, Henri n'était plus dans sa chambre mais dans son bureau, installé derrière son imposant secrétaire en acajou. Malgré son fauteuil roulant, il avait retrouvé une prestance intimidante. « Alors, mes petits détectives, » lança-t-il dès qu'ils entrèrent, « vous avez fait parler la bonne. Elle nous a tout dit, Henri, » répondit calmement Gaspard. « Tout quoi ? Cette vieille folle a l'esprit qui divague. À son âge, on ne peut plus se fier à sa mémoire. » Élise sortit le dossier de son sac et le posa sur le bureau. « Armand Lefebvre, ça vous dit quelque chose ?» Pour la première fois. Henri vacilla. Une micro-expression de panique traversa son visage avant qu'il ne reprenne contenance. « Connais pas, » dit-il trop rapidement. « Vraiment ? Pourtant, votre nom apparaît dans son dossier de police. 3 contrats présumés entre 1988 et 2001, dont un en février 2000 pour éliminer une femme non identifiée. Des présomptions ne sont pas des preuves. Ma petite, vous avez raison, c'est pour ça qu'on a aussi ça. » Elle sortit les relevés bancaires annotés par Gaspard. 150 000 francs retirés le 28 janvier 2000. Le prix du contrat sur ma mère, je présume. Henri examina les documents avec un calme apparent. Mais Élise voyait bien que ses mains tremblèrent légèrement. Des frais de représentation, comme indiqué sur le relevé. Quels frais ? Vous n'avez aucune facture justificative. Les affaires à ce niveau-là ne laissent pas toujours de traces écrites. Gaspard se pencha vers son père adoptif. « Henri, arrêtez ce cirque, on sait tout. Marguerite va témoigner. On a les preuves financières, on a le dossier de Lefebvre. C'est fini. » Le vieil homme les dévisagea longuement, puis eut un sourire mauvais. « Vous voulez que je vous dise ? Les enfants, vous avez peut-être des preuves, mais vous n'aurez jamais justice. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Regardez-moi bien, » dit Henri en tapotant les accoudoirs de son fauteuil. 75 ans, paralysé des jambes, séquelles d'AVC, traitement contre la démence sénile, quel juge va condamner un grabataire qui ne lui reste que quelques années à vivre ? Il ricana. Au pire, je prendrai du sursis. Au mieux, ils concluront à l'irresponsabilité pénale pour cause de maladie mentale. Dans tous les cas, je finirai mes jours dans cette maison. Bien au chaud, Élise sentit la colère exploser en elle. Ce monstre allait s'en tirer.
Encore une fois, la justice était aveugle, mais elle était aussi parfois stupide. Vous êtes ignoble, siffla-t-elle. Je suis réaliste, ma petite fille, et pragmatique. Votre mère était un obstacle, je l'ai supprimée. Point final. Un obstacle. Elle était enceinte. Elle portait votre petit-fils adoptif. Justement, cette garce essayait de faire chanter mon héritier avec un bâtard. Je ne pouvais pas laisser passer ça. Gaspard se leva d'un bond, le poing serré. Elle ne faisait chanter personne. Elle m'aimait. Elle vous aimait, ricana Henri. Ma pauvre petite, tu n'y comprends vraiment rien. Cette fille savait très bien qui j'étais. Elle avait fait ses recherches sur la famille. Elle savait que tu allais hériter de millions. Vous mentez. Tu crois ça? Alors explique-moi pourquoi elle ne t'a jamais parlé de sa grossesse. Pourquoi elle a attendu que son ventre grossisse pour disparaître. Elle préparait son coup, le naïf. Elle voulait revenir quand tu serais devenu riche pour réclamer sa part. Élise vit Gaspard vaciller sous ses accusations. Henri manipulait jusqu'au bout, instillant le doute même dans les derniers moments. « Vous ne connaissez rien à l'amour », dit-elle froidement. « Ma mère vous fuyait. Elle ne voulait rien de votre argent. Tout ce qu'elle voulait, c'était protéger sa fille de votre famille de psychopathes. Protéger sa fille. Alors pourquoi est-elle revenue à Paris? Pourquoi n'est-elle pas restée cachée? » Cette question frappa Élise de plein fouet. Pourquoi effectivement? Pourquoi Claire avait-elle pris le risque de revenir? Parce qu'elle pensait que l'amour était plus fort que votre haine, répondit-elle finalement. Elle croyait qu'en voyant son enfant, Gaspard aurait le courage de vous tenir tête. Quelle romantique! Dommage qu'elle se soit trompée. Le silence qui suivit était lourd de rage contenue. Henri savourait visiblement sa supériorité, convaincu d'avoir gagné une dernière fois. C'est alors qu'Élise sortit son téléphone. « Au fait, Henri, vous vous souvenez de notre première conversation? Celle où vous avez avoué avoir commandité le meurtre de ma mère ?» Le visage du vieil homme se décomposa. Cette conversation était privée? Pas du tout. Elle était enregistrée. Et la qualité sonore est excellente. Elle appuya sur lecture. La voix de Henri emplit la pièce. « J'ai fait appel au service d'un homme que je connaissais depuis longtemps, Armand Lefebvre. Un ancien militaire reconverti dans, disons, la résolution de problèmes délicats. Vous n'avez pas le droit. J'ai tous les droits. Cet enregistrement est déjà entre les mains du procureur de Paris, avec tous les documents que nous avons rassemblés. » Henri devint livide. Ses mains s'agrippèrent aux accoudoirs de son fauteuil. « Mais ma maladie, mon âge... » »« Votre maladie, laissez-moi rire. Vous venez de passer 1 heure à nous manipuler avec une lucidité parfaite. Aucun médecin ne vous déclarera irresponsable. » Gaspard regardait la scène avec fascination. Cette jeune femme de 24 ans était en train de réduire à néant un homme qui avait terrorisé le milieu des affaires pendant des décennies. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda Henri d'une voix blanche. « La vérité, toute la vérité, devant un huissier, devant la police, devant qui vous voulez, mais la vérité complète. Et en échange, je ne révélerai pas à la presse que Henri Delacroix, le grand patron respecté, était en réalité un assassin. Votre réputation restera intacte, posthume, mais intacte. » Henri ferma les yeux. Il était acculé, et il le savait. « D'accord, » murmura-t-il, « je dirai tout. »« Non, Henri, » intervint soudain Gaspard. « C'est trop facile. » Élise le regarda avec surprise. « Je renonce à l'héritage, » continua Gaspard. « Tout, la société, les biens, les comptes, je donne tout aux associations d'aide aux familles monoparentales, en mémoire de Claire. Gaspard, vous n'êtes pas obligé. »« Si, je suis obligé. Cet argent est souillé de sang, je ne peux pas le garder. » Il se tourna vers Henri. « Et vous allez passer le reste de votre misérable existence à savoir que tout ce pourquoi vous avez tué va servir à aider des femmes comme Claire. Des femmes que vous méprisiez. » Henri ouvrit la bouche pour protester, puis la referma. Il venait de comprendre que sa vraie punition ne serait pas la prison, mais l'effacement total de son œuvre. « Vous êtes des monstres, » murmura-t-il. « Non, » répliqua Élise. « Nous sommes justes. Enfin, 3 semaines s'étaient écoulées depuis la confession d'Henri Delacroix devant le commissaire Bruno et maître Moreau, l'huissier commis d'office. 3 semaines pendant lesquelles Élise avait oscillé entre colère, tristesse et un étrange sentiment de vide. La vérité était enfin établie, les coupables identifiés,
Mais quelque chose manquait encore pour apaiser son cœur. Elle était assise dans le petit café de Melun, où elle avait pris l'habitude de venir réfléchir depuis la mort de sa grand-mère. Devant elle, une tasse de chocolat chaud à la chantilly, comme sa mère. Ce rituel l'aidait à se sentir proche de Claire, à imaginer ce qu'aurait pu être leur relation. Son téléphone vibra, un message de Gaspard. Henri hospitalisé, arrêt cardiaque, pas de pronostic vital engagé, mais les médecins sont inquiets. Élise fixa l'écran sans émotion particulière. Était-elle censée éprouver de la satisfaction, de la pitié? Elle ne ressentait qu'une profonde indifférence. Henri Delacroix n'était plus qu'un vieil homme aigri qui payait enfin le prix de ses crimes. Elle répondit « On se voit demain comme prévu, j'ai quelque chose d'important à vous dire. » La réponse arriva immédiatement. Bien sûr, 14 heures au cimetière de Bagneux. Parfait, et Gaspard, appelez-moi papa si vous voulez. On n'est plus obligé de faire semblant qu'on ne se connaît pas. Élise sourit pour la première fois depuis longtemps. Papa, ce mot qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de prononcer, étrange comme il sonnait naturel dans sa tête. Le lendemain, elle arriva au cimetière de Bagneux avec 1 heure d'avance. Elle avait besoin d'être seule avec sa mère avant de retrouver Gaspard. Armée des informations glanées dans les dossiers de police, elle avait enfin localisé la tombe de Claire. Carré 15, section B, rangée 7, une simple pierre grise avec une inscription laconique. Claire Marchand, 1980-2000, que ton âme repose en paix. Aucune photo, aucune fleur, aucune trace de visite. Même dans la mort, sa mère était restée seule. Élise s'agenouilla devant la tombe et posa la main sur la pierre froide. « Salut, maman », murmura-t-elle. « Je sais que ça fait 24 ans qu'on ne s'est pas parlé, mais j'espère que tu m'entends. » Le vent faisait danser les feuilles mortes autour d'elle. Octobre touchait à sa fin, comme en 1999 quand Claire avait dû fuir Paris. J'ai rencontré papa. Il est exactement comme tu l'avais décrit dans tes lettres. Gentil, attentionné, un peu naïf sur les bords. Tu aurais été fier de lui. Il a tout sacrifié pour te rendre justice. Une larme roula sur sa joue. On sait ce qui s'est passé maintenant. On sait qui t'a tué et pourquoi. Henri a avoué. Il va payer. D'une façon ou d'une autre, elle sortit de son sac les 2 alliances que Marguerite leur avait rendues. Papa voulait que tu les récupères. Il dit qu'elles t'appartiennent, que vous étiez mariés dans vos cœurs, même si vous n'avez pas eu le temps de le faire officiellement. Elle déposa les anneaux sur la tombe. « Maman, j'ai pris une décision importante. Je ne vais pas porter plainte contre Henri, pas parce qu'il ne le mérite pas, mais parce que ça ne te ramènera pas. Et puis, à quoi bon? Il est vieux, malade, seul, sa punition. C'est de savoir que tout son empire va servir à aider des femmes comme toi. » Le silence du cimetière l'enveloppa comme une couverture réconfortante. « Tu sais ce qui me fait le plus mal, c'est de penser que tu es morte en croyant qu'on t'avait abandonnée, que papa ne t'aimait plus, que ta famille ne te soutenait pas. Mais c'est faux, maman. Papa t'a cherché pendant 25 ans. Mamie Geneviève t'aimait plus que tout, et moi je t'aime déjà, même si je ne t'ai jamais vraiment connue. » Des pas sur le gravier la firent se retourner. Gaspard s'approchait, un énorme bouquet de roses blanches à la main. Il semblait avoir vieilli de 10 ans en 3 semaines, mais ses yeux brillaient d'une lumière nouvelle. « Bonjour, ma chérie », dit-il doucement en l'embrassant sur le front. « Bonjour. » Papa. Ce simple mot les émut tous les deux. Ils restèrent un moment silencieux devant la tombe, chacun perdu dans ses pensées. « J'ai apporté ses fleurs préférées, » dit finalement Gaspard en déposant les roses. Elle en rêvait pour notre jardin, des roses blanches partout. « Gaspard, ça sentira le bonheur, » qu'elle disait. « Papa, il faut que je vous dise quelque chose d'important. Je t'écoute. J'ai décidé de quitter l'armée. » Gaspard la regarda avec surprise. « Tu es sûr? C'est ta carrière, ta passion, ma passion. » C'était de servir la patrie pour honorer la mémoire d'un père soldat qui n'a jamais existé. Maintenant que je sais la vérité, je veux faire autre chose de ma vie. Quoi, par exemple? Reprendre l'entreprise de la Croix? Gaspard faillit s'étrangler. Mais je croyais qu'on donnait tout aux associations. L'argent, oui, mais pas l'entreprise elle-même. J'ai réfléchi, papa. On peut garder la société, la transformer, en faire quelque chose de bien. Une entreprise qui construirait du logement social, qui aiderait les familles modestes à devenir propriétaires. Elle s'agenouilla à nouveau devant la tombe de sa mère. Delacroix, en fille,
Qu'est-ce que vous en dites? On construirait le monde dont maman rêvait, un monde où les gens comme elle ne seraient non plus écrasés par les gens comme Henri. Gaspard s'accroupit à côté de sa fille et posa la main sur la pierre tombale. « Claire, tu entends ça? Notre fille veut transformer l'empire de ton assassin en force du bien. Tu aurais aimé, non ?» Le vent se leva, faisant voltiger les pétales de rose autour d'eux. Élise y vit un signe d'approbation. « Il y a autre chose, » ajouta-t-elle. « Je veux changer de nom, officiellement. Plus seulement Marchand ou seulement Delacroix, les deux. » Élise Marchand Delacroix. « Exactement, l'union de nos deux familles. L'union que maman et vous n'avez pas pu réaliser, je vais la symboliser par mon nom. » Gaspard sentit les larmes lui monter aux yeux. Cette jeune femme extraordinaire était bien la fille de Claire. La même générosité, la même capacité à transformer la douleur en espoir. « Et nous ?» demanda-t-il timidement. « Qu'est-ce qu'on devient, nous? Nous, on devient ce qu'on aurait dû être depuis le début, une famille. » Elle se releva et épousseta ses genoux. « J'ai trouvé une petite maison à Melun, pas loin de chez mamie Geneviève. 4 chambres, un grand jardin, parfait pour un père qui découvre sa fille et une fille qui découvre son père. Tu voudrais qu'on habite ensemble. Pas tout de suite. Il faut qu'on apprenne à se connaître d'abord. Mais la maison est assez grande pour qu'on ait chacun notre espace. Et puis, il y a ce jardin. Un jardin pour quoi faire? Pour planter des roses blanches, évidemment. Plein de roses blanches, comme maman en rêvait. Gaspard l'a pris dans ses bras, ému aux larmes. Pour la première fois depuis 25 ans. Il avait l'impression que sa vie reprenait un sens. Claire était morte, mais elle leur avait laissé le plus beau des cadeaux. Leur amour mutuel. Papa. Oui, ma chérie. Vous croyez qu'elle aurait été fière de nous? Gaspard regarda la tombe de Claire, puis le visage rayonnant de sa fille. J'en suis certain. Elle voulait qu'on soit heureux. Elle voulait qu'on forme une famille. C'est exactement ce qu'on va faire. Ils restèrent encore 1 heure au cimetière, à parler de leurs projets, de leurs rêves, de cette nouvelle vie qu'ils allaient construire ensemble. Quand ils repartirent, les roses blanches semblaient briller dans la lumière dorée de l'après-midi. En chemin vers la sortie, Élise s'arrêta devant un fleuriste du cimetière. « Excusez-moi, on peut commander des fleurs pour une tombe, toutes les semaines. »« Bien sûr, mademoiselle, quel type de fleurs ?»« Des roses blanches, toujours des roses blanches. » Elle remplit le bon de commande, précisant « Carré 15, section B, rangée 7, Claire Marchand, de la part de sa famille qu'il aime. » En sortant du cimetière, Gaspard passa son bras sous celui de sa fille. « On va chez toi voir cette fameuse maison. » « Avec plaisir. Mais d'abord, arrêt obligatoire dans une jardinerie. Il nous faut des rosiers. Beaucoup de rosiers. Combien? Assez pour transformer le jardin en paradis? Maman l'a bien mérité. Vous ne trouvez pas? » En montant dans la voiture, Élise jeta un dernier regard vers la tombe de sa mère. Demain commencerait une nouvelle vie. Une vie où Claire serait présente dans chaque rose, dans chaque sourire, dans chaque moment de bonheur partagé entre un père et sa fille enfin réunis. La famille Marchand Delacroix venait de naître. 6 mois plus tard, avril 2025, le printemps avait transformé le petit jardin de Melun en un véritable écrin de verdure. Élise était agenouillée dans la terre fraîche, plantant le dernier rosier blanc de leur collection. Ses mains étaient noires de terre. Ses cheveux s'échappèrent de sa queue de cheval, mais elle n'avait jamais été aussi heureuse. « Papa, vous pouvez m'apporter l'arrosoir » cria-t-elle vers la terrasse. Gaspard émergea de la cuisine, un tablier noué autour de la taille. L'arrosoir à la main, à 50 ans passés, il découvrait les joies du jardinage et de la cuisine, 2 activités qu'il n'avait jamais eu le temps de pratiquer dans sa vie d'homme d'affaires. « Voilà, ma chérie. Comment ça avance? » « Parfaitement. Dans quelques semaines, tout le jardin sera blanc de roses. Maman aurait adoré. » Elle se releva et épousseta ses genoux. Autour d'eux s'étendait leur œuvre commune. Un jardin de roses blanches soigneusement organisé, autour d'une pelouse parfaitement tondue. Au centre, une petite fontaine où ils avaient gravé « En mémoire de Claire Marchand Delacroix, 1980-2000, son amour vit en nous. Les gars de l'entreprise arrivent à quelle heure ?» demanda Gaspard en consultant sa montre. « Dans 1 heure, le temps qu'on se douche et qu'on se change. » Élise sourit, en pensant aux transformations des 6 derniers mois. Après avoir officialisé son changement de nom en Élise Marchand Delacroix,
Elle avait pris les rênes de l'ancienne entreprise de la Croix, rebaptisée Habitat Solidaire, fini les projets immobiliers de luxe pour millionnaires. Désormais, la société se spécialisait dans la construction de logements sociaux et l'aide à l'accession à la propriété pour les familles modestes. Le succès avait été immédiat. Les pouvoirs publics se disputaient leurs services. Les médias saluaient cette révolution immobilière. Et les anciens employés d'Henri s'étaient révélés enthousiastes de participer enfin à des projets utiles socialement. « Au fait, » dit Gaspard en arrosant les nouvelles plantations, « j'ai eu des nouvelles d'Henri ce matin. »« Ah bon, il va comment ?»« Pas bien. L'attaque cardiaque l'a beaucoup affaibli. Marguerite dit qu'il ne quitte plus son lit. Et surtout, il marqua une pause. Il demande à nous voir, tous les deux. » Élise fronça les sourcils. Depuis 6 mois, elle n'avait eu aucun contact avec Henri Delacroix. Après sa confession officielle, elle avait préféré tourner la page, se concentrer sur la construction de sa nouvelle vie plutôt que sur les vestiges de l'ancienne. Qu'est-ce qu'il nous veut? Aucune idée, mais Marguerite dit qu'il est différent, qu'il a changé. Les gens comme Henri ne changent pas, papa. Ils vieillissent, ils faiblissent, mais ils restent fondamentalement les mêmes. Peut-être, mais on pourrait peut-être lui donner une chance. Pour la dernière fois, Élise réfléchit quelques instants. Elle n'éprouvait plus de haine pour Henri, juste de l'indifférence. Voir un vieil homme mourir dans son coin ne lui apporterait aucune satisfaction. D'accord, mais juste une visite. Et s'il recommence ses manipulations, on repart immédiatement. Promis. 1 heure plus tard, l'équipe d'Habitat Solidaire débarquait dans le jardin pour leur traditionnel barbecue mensuel. 15 personnes, architectes, ingénieurs, commerciaux, qui s'étaient de pris de passion pour leur nouveau projet d'entreprise. L'ambiance était détendue, familiale, exactement ce qu'Élise avait voulu créer. Alors, patronne, lança Julien, l'ancien bras droit d'Henri reconverti avec enthousiasme, on fait le point sur le projet de Cergy, 200 logements sociaux, livraison prévue en septembre 2026. Les familles ont déjà été sélectionnées par la mairie, dont 15 mères célibataires avec enfants. Parfait. Et le projet École à Évry, financé par la région, début des travaux en juin. Gaspard écoutait ces conversations avec fierté. Sa fille avait réussi en 6 mois ce qu'il n'avait jamais osé envisager en 15 ans, transformer une machine à profit en outil de progrès social. « Papa, vous ne dites rien ?» le taquina Élise. « Je vous regarde tous, et je me dis que Claire serait fière. Vraiment fière. Elle est fière, » corrigea Élise. « J'en suis certaine. Chaque fois qu'on aide une famille à devenir propriétaire, chaque fois qu'on construit un nouveau projet, elle est là avec nous. » La soirée se prolongea tard dans la nuit, quand les derniers invités repartirent. Élise et Gaspard restèrent seuls dans le jardin, installés sur leur nouveau salon de jardin en teck. « Papa, vous avez des regrets ?» demanda soudain Élise. « Des regrets? Sur votre ancienne vie? L'argent, le luxe, le pouvoir, ça ne vous manque pas ?» Gaspard regarda autour de lui, le petit pavillon de Melun, le jardin de roses, sa fille qui comptait plus que tout au monde désormais. « Tu veux que je te dise, j'ai vécu 15 ans dans un palace, mais je ne me suis jamais sentie chez moi, ici, dans cette petite maison avec toi. C'est la première fois de ma vie que je me sens vraiment à ma place, même sans les costumes à 3000 €, surtout sans les costumes à 3000 €, rit-il. Tu as vu mes talents cachés de jardinier, cuisinier, bricoleur. Henri serait scandalisé. Ils éclatèrent de rire. Ces moments de complicité simple étaient devenus leur plus grand bonheur. Au fait, reprit Gaspard, j'ai pris rendez-vous avec Henri pour demain après-midi. Tu es toujours d'accord? Oui, il est temps d'en finir une bonne fois pour toutes. Le lendemain, ils se retrouvèrent avenue Foch devant l'hôtel particulier qu'ils n'avaient pas revu depuis 6 mois. Marguerite les accueillit avec un sourire triste. Il vous attend dans sa chambre, mais préparez-vous. Il a beaucoup changé, elle ne mentait pas. Henri Delacroix n'était plus que l'ombre de lui-même. Amaigri, le teint cireux, il semblait avoir rapetissé dans son lit d'hôpital, seuls ses yeux gardaient encore une étincelle de l'ancienne intelligence. « Gaspard, Élise, merci d'être venus. » Sa voix était faible. « Cassée? Plus rien à voir avec le ton autoritaire d'autrefois? Qu'est-ce que vous voulez, Henri ?» demanda Gaspard sans animosité. « M'excuser? Vous demandez pardon? À tous les deux ?» Élise haussa les sourcils. Henri Delacroix qui s'excusait. L'apocalypse était-elle proche? « Pardon, pourquoi exactement ?» dit-elle froidement. « Pour tout,
pour avoir tué votre mère, pour vous avoir privé l'un de l'autre pendant 24 ans, pour avoir gâché vos vies avec ma cupidité et ma violence. Des larmes coulèrent sur ses joues creusées. Je sais que mes excuses ne changeront rien. Je sais que le mal est fait, mais avant de mourir, j'avais besoin de vous dire que je regrette. Sincèrement, qu'est-ce qui vous a fait changer ? Demanda Gaspard. Vous voir vivre tous les deux. Marguerite me raconte tout. Votre bonheur, votre entreprise, votre nouveau jardin. Vous avez construit en 6 mois plus de beauté que moi en 75 ans. Il ferma les yeux. J'ai passé ma vie à accumuler, à dominer, à écraser. Et qu'est-ce qu'il me reste ? Rien. Personne. Même ma fortune va servir des causes que je méprisais. C'est le but. Effectivement, répliqua Élise sans émotion. Je le mérite. Mais vous avez réussi quelque chose d'extraordinaire. Vous avez transformé la haine en amour, la vengeance en pardon. Claire serait fière de vous. Pour la première fois, Élise sentit quelque chose se relâcher en elle. Pas du pardon. Henri ne le méritait pas, mais une forme de paix intérieure. Cet homme n'avait plus aucun pouvoir sur elle. Henri, dit-elle calmement, je ne vous pardonne pas, je ne vous pardonnerai jamais, mais je ne vous hais plus non plus. Vous n'êtes plus rien pour moi. Juste un vieil homme malade qui va mourir avec le poids de ses crimes. Je comprends, et je l'accepte. Gaspard s'approcha du lit. Moi non plus, je ne vous pardonne pas. Mais contrairement à Élise, je vous plains, vous avez eu tout dans la vie, et vous êtes en train de mourir seul, sans amour, sans famille. C'est une punition terrible. Henri hocha faiblement la tête. Merci d'être venu, maintenant. Partez, allez être heureux. Vous l'avez mérité. Ils sortirent de la chambre sans se retourner. Dans l'escalier, Marguerite les rattrapa. Il va mourir bientôt, dit-elle simplement. Quelques jours, tout au plus. Les médecins ne peuvent plus rien faire. Vous allez bien vous en sortir, demanda Élise. Financièrement. Oh oui, Monsieur Gaspard a été très généreux avant de donner le reste aux associations. Je vais pouvoir prendre ma retraite dans ma petite maison de Normandie. Tant mieux, vous l'avez mérité aussi. En sortant de l'hôtel particulier, Élise et Gaspard marchèrent en silence jusqu'à leur voiture. « Comment vous vous sentez ?» demanda finalement Gaspard. « Libre. Pour la première fois depuis 6 mois. Je me sens complètement libre. Moi aussi. C'est fini. Maintenant, vraiment fini. Oui, place à l'avenir, à notre famille, à notre entreprise, à notre jardin de roses. » Ils montèrent en voiture et prirent la direction de Melun. Dans le rétroviseur, l'avenue Foch s'éloignait définitivement. Cette partie de leur vie était close. « Papa, oui, ma chérie, je vous aime. Moi aussi je t'aime, plus que tout au monde. » En arrivant devant leur petite maison, ils furent accueillis par le parfum entêtant des premières roses blanches qui commençaient à éclore. Le jardin de Claire prenait enfin vie. 25 ans après sa mort, l'amour de Claire Marchand triomphait enfin, dans le cœur de sa fille, dans les bras de l'homme qu'elle avait aimé, dans chaque rose blanche qui s'épanouissait sous le soleil de Melun. La famille Marchand de la Croix était enfin réunie, pour toujours.